J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue une fois de plus dans les comptes de votre émission. Une nouvelle aventure, une nouvelle semaine avec de nouvelles actualités, de nouvelles informations. Aujourd'hui, on va parler de la problématique du processus électoral. Comment est-ce que cette phase électorale évolue-t-elle? Et pour ce faire, on abordera aussi les autres questions pour Ligomère, notamment la situation sécuritaire de la partie de la RDC. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Jojo Maele. Il est politologue, analyste des questions politique à qui je dis merci et bienvenue. Merci pour votre invitation, M. Henri. Je vous réitère mes salutations. Je réitère mes salutations à nos co-débatteurs avec qui nous allons partager le plateau. J'ai toujours eu une grande joie de venir partager un petit savoir avec vous parce que, vous savez, vous avez une considération énorme pour notre personne. Merci. Alors, nous avons toujours cette joie de pouvoir partager. Je pense que nous allons parler République. Alors, pour un petit discours, vous savez, aujourd'hui, nous sommes au soir du premier mandat du président de la République. Alors, nous, en tant que communicateurs de l'Union sacrée, nous est arrivé de pouvoir avoir quelques cotations sur quelques autorités qui ont eu à travailler positivement pour gonfler, positivement, excusez-moi pour les lapsus, pour gonfler les bilans du président de la République. Parmi ces autorités, moi je suis en train de voir une dame qui a beaucoup travaillé, Madame Fifi Masuka, la gouverneure de Lualaba, qui aujourd'hui est en train de démontrer de manière palpable et concrète de quoi elle est capable et gonfler les bilans du président de la République. Donc nous sommes en train de pouvoir, nous sommes en train de la jeter des fleurs pour ce qu'elle a fait. Déjà le président mercredi sera là-bas pour inaugurer quelques œuvres. Il est dans la région du oui, il sera là-bas pour inaugurer quelques œuvres. Donc nous sommes en train de féliciter. Et dans cette optique aussi, nous félicitons Madame Yvette Amboussi qui conjugue ensemble avec Madame Fifi Masuka, et qui font qu'aujourd'hui le Lolab est redoré, qui font qu'aujourd'hui le leadership féminin est redoré. Donc nous, étant que communicateurs de l'Union sacrée, nous n'avons qu'à appuyer ces dames-là, Madame Yvette Amboussi, Madame Fifi Masuka, et peut-être aussi dans la prochaine mandature en 2024, nous aurons un ticket gagnant peut-être. Merci. À Kinshasa. Fifi Masuka plus Yvette Amboussi, je pense. Merci. Et ce ne sont que des projections. J'ai dit je pense. Merci. Joseph Mbenza, il est plus à présenter, cadre de l'UDPS et porte-parole de l'honorable Socrates Mubengaï. Et je crois que j'ai bien prononcé. Merci, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation pour la deuxième fois. Merci. J'étais directement, je sautais à l'occasion pour cette invitation. J'aime bien votre chaîne. Merci. Et merci beaucoup. Effectivement, je suis cadre de l'UDPS et porte-parole de M. Socrates Mubengaï, qu'on appelle nous les jokers de la République. Il est candidat à la députation provinciale dans la circonscription de Mongafula, sa terre natale, là où il a grandi, là où il a étudié. Mais ces remerciements vont aux membres de l'Union sacrée pour l'investiture du chef de l'État, Félix, comme candidat de l'Union sacrée. Très bien. Et il témoigne de tout son soutien au secrétaire général Augustin Kabouya pour sa candidature à la députation nationale dans la circonscription de Moamba. Et puis à Madame Antoinette Samba Kalambay à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Et son ASBEL, qui porte son nom, qui est dirigé de main de maître par Maître Jackson Kabamba. Le dimanche, on a fait une descente à Mongafula dans la cellule de Mamaïmou. Tout s'est bien passé. Il y a des hommes de terrain. Oui, c'est un homme de terrain.
il est là, il est en train de superviser. Vous savez, nous avons besoin de députés nationaux qui sont issus des communautés. C'est eux qui seront, comment dirais-je, qui feront le plaidoyer. Lui, c'est un homme discret, mais il a vu l'état de sa commune natale de Mongafula. Il s'est décidé d'être cette porte-voix au niveau des autorités pour booster la commune de Mongafula. Donc, bravo à toutes les structures du parti qui soutiennent l'honorable Socrates Mbengai, ainsi que l'association qui porte son nom, dirigée de maître par M. Jackson Kabamba. Merci beaucoup, merci. Un autre invité de marque, c'est pour lui la première fois de participer à cette émission. Il me fait l'honneur, il vous fait aussi honneur, vous qui nous suivez, de participer. Elie Mondongo, merci et bienvenue. Merci, Elie Mondonga. Elie Mondonga, excusez-moi. Excusez-moi. Mondonga, c'est quasiment autre chose. Très bien. Merci de l'invitation. Oui, merci. Non seulement c'est une première ici, mais c'est une première dans une autre télé que là où nous travaillons. Et c'est un grand plaisir pour moi de participer effectivement à ces plateaux où je pense qu'on va parler au public. Quoique je me sens un peu comme un petit poisson parmi les crocodiles, dans le sens que moi je suis tout petit peu journaliste et les deux sont communicateurs et cadres de parti. Mais bon, je vais essayer de garder ma neutralité le plus possible et rester dans l'analyse des informations de l'actualité et peut-être pouvoir emmener un peu d'équilibre dans ce débat que j'appelle à moins de partisanat possible. Merci. Merci Elie Mondonga. J'y arrive. Il faut rappeler qu'Elie est journaliste à Silo TV. Il anime des émissions politiques, notamment Info du Week-end. Oui. Une émission et j'ai pas de biscuits. Elie, tu as les temps. Je n'ai pas de biscuits. Merci. Tout de suite, entrons dans le mode de notre émission. Vous l'avez appris. Beaucoup de titres d'articles en ligne. Tshisekedi investit sans surprise, candidat de l'Union sacrée. Quelle est votre première réaction? Je commence avec vous, Elie. Ma réaction, j'ai pas été totalement surpris parce que ça tombe un peu sous le sens. Ouais. L'Union sacrée, depuis son avènement, s'est construite justement autour de la candidature aux élections à venir du président de la République. Donc ce serait surprenant que le contraire se soit passé. Ouais. Moi, j'attendais ce congrès-là et je m'attendais à ce résultat-là. Et c'était un peu, comme qui dirait, procédural pour moi. C'est-à-dire qu'on savait que les candidats naturels de l'Union sacrée, c'est le président de la République. Il n'y a pas beaucoup de faits nouveaux. Simplement, j'encourage et je félicite quand même cette collaboration politique des très grands leaders qu'on a vus, parce que c'est quelque chose de très rare. On sait que dans les mœurs politiques de chez nous, il y a beaucoup les facteurs égomanie qui rentrent en jeu, mais voir qu'il y a un leader comme Jean-Pierre Bemba, un autre leader comme Vital Kamerhe, Bahati et tout ça, tous réunis autour de Félix Tshisekedi, c'est quand même quelque chose à féliciter parce que ça arrive très rarement dans l'histoire de ce pays. Et voilà que les congrès au pluriel se terminent. Nous avons hâte, nous, surtout en tant qu'observateurs, de voir comment est-ce que les jeux électoraux vont commencer et comment ça va se dérouler. Et là, on aura un peu plus à dire parce que l'Union sacrée est partie très favorite quand même. Très bien. Je reviens à vous, M. Jomaël. Est-ce que c'est déjà prévisible que Tshisekedi serait déjà les candidats de l'Union sacrée, étant donné que lors de la sortie officielle de ces regroupements, c'est vrai qu'il y a un débat autour de ça, regroupement, plateforme électorale ou politique, qu'il en est déjà l'autorité numéro 1. Je pense que ce n'est pas une surprise parce que, vous savez, au fur et à mesure que nous avancions, il y a eu des approches prospectives sur ce que va être le bas, une approche futurologique aussi. Je pense que le président Félix-Antoine Tshisekedi était déjà pressenti. Depuis la sortie de l'Union sacrée jusqu'à ces jours, moi j'ai toujours relevé un indicateur, cette capacité fédératrice du président Tshisekedi de pouvoir assembler plusieurs leaders autour de lui. Parce que vous savez, aujourd'hui, avoir une capacité fédératrice renvoie à un élément, l'élément de la paternité. Parce que la Constitution nous dit que le président de la République, c'est le père de la nation.
Alors, si vous concevez le pouvoir d'une manière plus sociologique, vous allez comprendre que chez nous, les Bantous, nous concevons celui qui est au pouvoir comme un père. Donc, le président de la République a ressorti cette capacité de paternité de pouvoir rassembler politiquement plusieurs personnes, plusieurs leaders autour de lui. Et puis, il a réussi son coup. Et je pense qu'il a fait taire les mauvaises langues qui disaient que M. Tshisekedi, il semblerait que c'est un monsieur qui table plus sur l'ethnie, sur la tribu, mais en regardant la cartographie de l'Union sacrée, géopolitiquement, tout est respecté. Et vous allez comprendre qu'il a, politiquement aussi, il s'est concilié des ramifications avec les leaders aujourd'hui qui ont de l'ancrage politique sur les territorialités congolaises. Donc je pense que pour moi, ce n'est pas une surprise. Je pense que le président Félix Tshisekedi mérite d'être entériné comme candidat de l'Union sacrée au regard de tout ce qu'il a fait, au regard de l'aura qu'il porte, parce qu'il ne faudrait pas oublier, Félix Antoine Tshisekedi porte différents auras. Il porte l'aura de l'IDPS, il porte l'aura du père, de son père, Étienne Tshisekedi, et il porte aussi son aura. Donc, une certaine trilogie qui fait de lui et ce qu'il est aujourd'hui. Trilogie, j'ai envie de dire trilogie oratique. Je vais vers vous, M. Joseph Benza. Nous avons vu la semaine les propos tenus par M. Jean-Pierre Mbemba avant, bien sûr, l'entérinement de la candidature de Tshisekedi. Il estime avoir laissé la main à son frère parce qu'il estime que le bilan il est positif. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que sera, à votre avis, la conséquence logique de l'entérinement de la candidature de Tshisekedi comme président à l'élection présidentielle du 23 décembre? Merci pour la question. C'est une question pertinente. Là, ça rejoint... Je crois que M. Jean-Pierre Bemba a tordu le cou à ses détracteurs qui disaient que c'est un homme opiniâtre, égoïste, qui ne pense qu'à lui. Là, il a démontré à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que c'est un homme d'État qui sait s'effacer au profit de l'autre. Il a bien dit son frère. Ça a tout son sens. Vous savez, dans un combat politique, quand quelqu'un parle d'un frère, c'est que de l'autre côté, il y a des ennemis. Donc, il faut là, vous savez, en politique, mon frère le sait, en méthodologie, en sciences politiques, on nous apprend à analyser des politiques, des discours, des hommes d'État, des discours politiques. Là-dedans, c'est un mot qui sort, qui a son pesant d'or, je crois. Il dit, je m'efface pour laisser la place à mon frère. Parce que il n'y a pas mieux que Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Kamere et consorts, qui mesurent la gravité de la dangerosité que notre pays court par rapport à ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il vous souviendra, il y a plusieurs mois avant qu'il soit même vétéran de la défense, il a dit, je crois, à Libengue Biagemena, si je choisis Félix, c'était pour éviter le chaos au pays. Donc, il est dans une logique qui se suit. Tenez, mais l'autre analyse que je vais apporter à ce qui a été fait le dimanche, là en tant que UDPS, nous saluons ça. Parce que nous sommes en train de nous approprier de notre destin, de notre pays. Ce pays nous appartient et petit à petit, les Congolais sont en train de fermer la mauvaise parenthèse de 1997 de la FDL qui nous a dénaturés. Ce qui a été fait lors de cette investiture, c'est à l'image de la campagne électorale qui va s'en suivre, parce que la deuxième étape, ce sont des équipes de campagne. Tel que vous voyez la configuration, ça je le dis déjà, je l'ai dit dans l'autre plateau, l'image que donne l'Union sacrée aujourd'hui, je crois que même après 2028, ça sera solidifié, ça sera conservé pour protéger le pays. Le président, dans sa vision, il n'y aura pas un seul directeur de campagne. Nous aurons 11 directeurs de campagne à l'image d'Union sacrée. Est-ce que vous répondez au débat, cette rumeur sur l'équipe de campagne? Les ennemis de l'Union sacrée ont voulu récupérer cette situation pour créer des tensions avant l'investiture. Parce qu'il y aura 11 directeurs de campagne dans l'ancienne configuration des anciennes provinces. Avec les auras de tout le monde, on ne peut pas avoir un seul directeur de campagne. Le président s'est visionné, il a déjà vu très loin que dans l'ancienne configuration des 11 provinces, nous aurons 11 directeurs de campagne. Et puis nous aurons en deuxième échelon 26 directeurs de campagne. Ouais. Dans le troisième échelon,
nous aurons 145 directeurs de campagne. Donc, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, quelque part, se retrouveront à faire la campagne du chef de l'État pour que le message arrive jusqu'au territoire, jusqu'au bas-fond de la République. Donc, ce qui a été fait, nous, mais c'est que nous demandons aux politiques qui sont dans l'Union sacrée de nous protéger cela, même pendant, même après les élections, que cette union soit conservée pour faire sortir réellement le pays du gouffre. Voilà ce que nous pensons en tant qu'UDPS et nous saluons cet accompagnement de tous ces leaders et ça montre à l'opinion tant nationale qu'internationale que l'Union sacrée s'apprête à aller aux élections, contrairement à d'autres amis. Très bien. Il est certes vrai déjà que Tshisekedi à Bruxelles, dans sa communication avec les Congolais de la diaspora, il avait déjà présenté ses ambitions de se porter lui-même à sa propre succession. Qu'en est-il de l'opposition? Il sait que l'image que Tshisekedi dégage de l'espace démocratique en RDC pose problème. Il a déclaré qu'il s'en va en guerre contre tous les ennemis de la République, pointant des doigts à l'opposition. Le même discours il a répété au mois de juin, au début de l'année, à Mbujimayi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'espace démocratique en RDC, la liberté, est-ce que ça permet aux opposants de s'exprimer? Est-ce que ça balise les chemins pour les élections? Effectivement, les opposants s'expriment. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Moïse Katumbi était au Congo central. Avant ça, il était à l'Équateur. Je pense qu'en Afrique, il faut à un moment donné dire des choses comme elles sont, que nous sommes à une étape démocratique extrêmement avancée. Depuis 2006, depuis 2005, on a connu, nous, ici, des campagnes électorales où Jean-Pierre Bemba s'est affronté avec Joseph Kabila. On a même failli connaître un débat présidentiel. Ce n'est pas l'histoire démocratique qui peut se raconter dans beaucoup de pays en Afrique, précisément en Afrique centrale encore. Donc nous sommes assez avancés quand même en termes de mentalité démocratique. Les gens sont libres, on est là sur ce plateau. On a l'arrestation de quelques figures de l'opposition. Oui, mais les arrestations, ça existe. Les libertés ne vont pas dire libertinage. L'État fonctionne. La justice est là, les services sont là, donc ils font leur travail. Il ne faut pas non plus que la politique soit un espace d'excuses pour tout. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes politicien que vous n'êtes plus un citoyen qui répond aux droits positifs congolais. Vous répondez aux droits positifs congolais. Donc quand vous êtes on vous reproche des griefs, c'est tout à fait normal. Mais en termes de piliers démocratiques dans ces pays, on ne va pas revenir sur ce débat-là. La liberté d'expression est installée, la liberté de la presse existe, la liberté d'opinion existe. La preuve, on a énormément de candidats à la présidentielle dans les camps de l'opposition. Moi, je voudrais plutôt revenir à la question du bilan. Très bien. Parce que c'est une question très pertinente en période préélectorale, électorale si vous voulez. Cette question-là est tellement complexe qu'il est difficile en République démocratique du Congo d'y répondre. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous reposer la question de manière rhétorique, si vous vous souvenez encore du programme de chef de l'État. Parce que les bilans sont en fonction de ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on fera les bilans en fonction de la promesse de campagne. Qu'est-ce qui a été promis et qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, quasiment plus personne ne s'en souvient. Et moi, personnellement, peut-être que les autres me le feront comprendre, mais me le feront savoir, je n'ai pas vu quand est-ce que le programme de campagne de chef de l'État a été transformé à un programme de gouvernance. On ne nous a pas présenté ça. L'Union sacrée qui naquit dans la rupture du FCCCH n'a pas non plus apporté peut-être un programme de gouvernance. On n'a pas vu ça. Pour dire que le réel politique de notre pays fait que la question du bilan devient juste une question polémique, en réalité. Ça veut dire que c'est une question qui n'a aucune réponse objective. Ceux qui sont de l'opposition vont fustiger à 100%. Ceux qui sont de la majorité au pouvoir vont dire que le bilan est extrêmement positif. Et comme personne n'a les indicateurs clairs, il n'y a pas d'arbitre.
C'est-à-dire, même nous de la presse, on ne sait pas faire ce travail-là. Tout à fait. On ne sait pas regarder secteur par secteur, parce que si vous sortez aujourd'hui le programme du président de la République, c'est un programme campagne qui existe, hein, mais tout petit peu difficile à trouver quand même. Quand vous le sortez et vous regardez la réalité politique, il n'y a pas photo. Mais est-ce que on va juger le président de la République sur base de ça? C'est complexe, c'est devenu une question vraiment pour les politiciens. Hein. Eux, ils sont les seuls à maîtriser, à pouvoir répondre, parce que de toute façon, c'est un argument, c'est comme un gant, donc ils peuvent se taper dessus autour de la question. Nous avons M. Oui, juste pour chuter, je répondais vraiment à cette question pour vous montrer la difficulté en tant qu'observateur, en tant que de la presse, à répondre objectivement à cette question. Parce que moi, je pense que quand on vient sur le plateau de télévision, l'objectivité est le premier élément pour informer également. Et parce que je vais un peu revenir sur les questions posées, à propos de M. Jean-Pierre Bemba, pour peut-être fermer la parenthèse de l'Union Sacrée, congrès de l'Union Sacrée, moi je pense que en tant qu'analyste, M. Jean-Pierre Bemba n'avait pas d'autre option. Il n'a pas d'autre option que... Certains disent qu'il a agi en sage homme. Il devait se procurer une très bonne santé financière avant de se lancer n'importe quelle ambition. Bon, moi je pense que c'est un peu malaisé et mal poli d'ailleurs de parler des questions financières, parce que je pense qu'il certaines opinions, il gagne ce qu'il mérite. C'est un vice-premier ministre de la République, donc vous ne pensez pas non plus qu'il aurait un salaire de misère. C'est tout à fait légitime. Mais moi je pense que politiquement, il n'a pas d'autre choix. Parce que déjà, il y a un arrêt, je crois, de la Cour constitutionnelle, si je ne dis pas de bêtises, qui lui interdit toute ambition à la présidentielle aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas. Il ne peut pas postuler. La dernière fois, je crois que sa candidature a été refusée. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi. Et lui-même l'a dit d'ailleurs, lors du congrès, il dit qu'il n'a pas... Sa candidature n'a pas été prise en 2018 parce qu'on savait qu'il était populaire et qu'il aurait pu gagner. Au-delà de ça, quand ils ont rejoint le président de la République avec Moïse Katumbi à la sortie de la Mouka, Moïse Katumbi a fait un rétropédalage aujourd'hui à l'opposition parce que non seulement il en a le moyen, mais il a une structure aujourd'hui politiquement un peu plus organisée que le MLC. On sait que de son retour de l'arrêt, il s'est quand même effrité, Jean-Pierre Bemba. Donc, aujourd'hui, faire carrière à l'opposition contre Félix Tshisekedi, c'est politiquement plus compliqué pour lui, parce que s'il faisait l'opposition comme Moïse Katumbi, ça voudrait dire qu'il devrait laisser la place à quelqu'un d'autre dans son parti. Je pense à Mme F. Bazaïba ou à monsieur le secrétaire général actuel, monsieur Babala. Est-ce que Jean-Pierre Bemba se serait dépassé à ce niveau-là? Aurait-il cette hauteur politique-là pour aller dans un combat de l'opposition politique en laissant quelqu'un d'autre diriger son parti? Je ne le crois pas. Donc moi je pense qu'au regard de ces éléments-là, il n'avait pas d'autre choix. Parce que regardez quand même, Mme F. Bazaïba a fait une sortie médiatique récemment chez nos confrères de Top Congo, où elle a polémiqué à la limite sur la question des résultats de 2018. Vous vous rappelez? Où elle a même dit qu'elle assumait ce qu'elle était en train de dire. Chacun s'en prend la tête. Et effectivement, qu'elle assumait ce qu'elle est en train de dire. Donc vous comprenez que moi je pense que M. Jean-Pierre Bemba, très modestement, n'a plus la carrure d'élever ses ambitions à la présidentielle, et de toute façon la justice le lui interdit, et aujourd'hui on n'avait pas un autre choix. C'est beaucoup plus aisé par lui de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi que lui-même de vouloir faire l'opposition, ça serait plus compliqué. Voilà, merci Elie Dumaïlé, je reviens vers vous. Une question avant de réagir aux interventions d'autres co-débatteurs. Tshisekedi s'en va dans la même course que Martin Fayoulou, qui a aujourd'hui, enfin, il s'est prononcé, on va laisser prononcer, il va aller aux élections pour être ses champs de garde, pour surveiller les élections. Voilà, il y a aussi Matata Mponyo, il y a Mukwege, on va le savoir, il va nous confirmer, Moïse Katumbi, et aujourd'hui on a vu l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba, il y a l'UDPS même, le parti tradition du chef de l'État, qui porte Tshisekedi comme candidat, mais on s'est dit, face à ces challengers, Tshisekedi devra avoir quel bilan, à votre avis? Je pense que le président Tshisekedi a du crédit pour faire valoir. Je pense que ici, quand on parle du bilan du président Tshisekedi, il faudrait le prendre dans plusieurs angles. Déjà dans sa gestion.
il faudrait les prendre dans ses actions accomplies et puis il faudrait les prendre dans la restructuration de l'État. Ici, quand je parle de la restructuration de l'État, ça c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on doit gérer une chose, que ce soit dans les minimes structures, on commence toujours par l'appareil dont on gère. Ouais. Comment est-ce que vous avez trouvé l'appareil dont on gère pour imprimer une certaine ADN? Le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, j'admets qu'il trouve la dimension de l'État dans son point de vue matériel, une population, un territoire, une souveraineté et une reconnaissance internationale. Mais dans l'aspect structurel-fonctionnel, il y avait beaucoup de dégâts. Les structures de l'État qui existaient ne reflétaient pas à leur mission traditionnelle. Et vous allez savoir que il y a certaines institutions qui étaient des fausses institutions, mais dans les fonds, il n'y avait pas un travail par rapport à leur mission traditionnelle. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Si nous avons l'assiette fiscale élargie aujourd'hui, c'est parce que le président Tshisekedi a reboosté une certaine institution que nous appelons l'IGF. Il faut se poser une question, est-ce que l'IGF était créé sous Félix-Antoine Tshisekedi? Non, l'IGF a transité des régimes politiques. Ouais. Oui, mais pourquoi l'IGF est devenu seulement actif sous Félix-Antoine Tshisekedi? Je vous donne encore un autre exemple. Nous avons aujourd'hui l'article 1 de la Constitution qui parle d'un état de droit. Posons-nous la question. La Constitution a été promulguée depuis quand? Depuis le 18 février 2006. Pourquoi c'est seulement sous Félix-Antoine Tshisekedi que tout le monde, même les personnes les plus incompréhensibles aujourd'hui, parlent de la question de l'état de droit? Mais il y a certaines personnes qui rejettent cette notion. Je pense qu'aujourd'hui... Vous n'allez pas dire à Salomon Escadela que l'état de droit, vous n'allez pas dire à Sani Bouzakira. Je pense que, non, les gens aussi, il y a certaines personnes qui ont une certaine connotation péjorative de l'état de droit. Lorsqu'on parle de l'état de droit, d'une manière générale, soumission de tous, gouverner aux règles du droit, mais l'état de droit a ce qu'on appelle les conditionnalités. Un exemple le plus fréquent, lorsqu'une personne pose des actes qui reflètent une certaine hiérarchie des normes, cette personne est dans l'état de droit. Lorsqu'il y a l'égalité de tous devant la loi, cette personne-là, il y a l'état de droit. À votre avis, c'est qu'il a un bilan. Il a un bilan présenté. Je pense qu'un bilan, oui, il a un bilan présenté avec ses actifs et ses passifs. Il ne faudrait pas oublier que le président Tshisekedi, il a hérité d'un pays avec ses passifs et ses actifs. Il ne faudrait pas oublier que le Congo d'hier, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Je parle, par exemple, dans l'approche sécuritaire. Nous avons connu depuis le 2 août 1998 la deuxième guerre du Congo, d'où la crise sécuritaire que nous avons. Regardez, depuis le 2 août 1998 jusqu'à aujourd'hui, combien de présidents ont chapeauté le Congo? 3 présidents chapeautés. Mais quel est le président qui a entrepris plus de mécanismes sécuritaires que le président Tshisekedi? Il n'y en a pas. Les gens qui ont cherché cette crise sécuritaire se sont tus pour laisser une certaine débâcle sécuritaire à Tshisekedi. Lorsqu'il arrive au pouvoir, je pense que vous et moi, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'appareil militaire de la RDC est en train de restructurer. J'ai toujours dit, l'héritage militaire que Félix Tshisekedi a connu, c'est un héritage qui a été hétérogène. L'hétérogénéité de l'armée, c'est ce que nous appelons aujourd'hui dans les langages courants l'infiltration. L'armée qui a été consignée de plusieurs éléments. On vous prend une armée consignée des ex-rebelles, on vous prend une armée consignée des récalcitrants, des étrangers, et c'était difficile pour que nous ayons une armée républicaine. Des gens qui n'ont pas juré. Mais Tshisekedi, lorsqu'il arrive, dans son souci républicain, il forme aujourd'hui, il est en train de métamorphoser l'armée hétérogène à une armée homogène. Cette armée homogène pour avoir une âme, une ADN, une armée républicaine. Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il trouve un mal qui a transité le régime politique. C'est mal, c'était quoi le régime de notification nationale? Dites-moi, aujourd'hui avec le président Tshisekedi, avons-nous toujours ce régime de notification nationale? Non. Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve un pays isolé. Un pays où, lorsqu'on parlait de la RDC dans les grands salons politiques, il a fallu que des commissionnaires parlent de la RDC. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, lorsqu'on parle Congo, ce sont les fils, les autorités de la République qui représentent. Je vous donne un exemple. Nous venons d'avoir ici un grand sommet sur les forêts tropicales avec l'Indonésie, le Brésil. La RDC était représentée par qui? Par son président de la République. Mais on a vu aussi dans le passé, Kabila a représenté le pays aux différents sommets.
c'était restreint. Nous avons... À l'ONU, c'est pas... À l'ONU, ça c'est habituel, c'est une habitude. Mais quand nous parlons de différences diplomatiques, nous voyons qu'il y a certaines institutions qui sont spécifiques. Nous voyons certaines institutions qui sont liées à certaines questions. Ici, lorsque je vais terminer par cette question de la diplomatie, le Congo a donné une certaine assurance. Nous avons reçu le président de la Fédération suisse ici. Nous avons reçu le président Erdogan ici au Congo. Recevoir Erdogan, vous connaissez, c'est quoi l'importance de la Turquie dans la cartographie mondiale? Quand un État commence à recevoir des corps diplomatiques ou des corps étatiques, et comme des présidents de la République, cela sous-entend que dans cet État, il y a une certaine sûreté, il y a une certaine sécurité. Parce qu'un président de la République ne se déplace pas en vain pour aller dans un autre État. Cela signifie que ces émissaires étaient déjà arrivés, ils ont certaines assuretés. Et cela s'est fait sous Tshisekedi. Tshisekedi trouve un Congo, je vais terminer par cette métaphore, on vous dit, monsieur Henri, vous avez, vous allez vous examiner chez un médecin, on vous dit, vous avez l'insuffisance rénale, vous avez le sida, vous avez les diabètes, vous avez l'hépatite, et le médecin va vous recommander quel médicament. Le médecin va vous recommander quel traitement en avant. On va commencer par les maladies les plus chroniques. Alors Tshisekedi a commencé avec les maladies les plus chroniques, et il ne faudrait pas demander à Tshisekedi dans 5 ans de pouvoir métamorphoser et la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique, et je ne pense pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, le président Tshisekedi a touché sur des éléments très importants, la différenciation des finances publiques et des finances de l'État, et des finances publiques et des finances privées. Il a essayé de toucher sur des éléments très pertinents pour permettre à ce que les pays puissent décoller, parce que si les pays ne remplit pas sa judiciaire financière, le pays ne va pas décoller. Très bien. Je reviens vers vous, monsieur Joseph Menza, vous avez pris note, sérieusement note. Je vous laisse réagir de façon générale à votre avis. Oui, je vais parler pour réagir à ce que mon frère Elie venait de dire. Il faut faire la part de choses entre Félix Tshisekedi, qui présente son programme quand il sera président sous le label de l'UDPS et alliés, et Félix Tshisekedi, qui gagne des élections, qui va en coalition avec le FCC-Cash, Félix Tshisekedi qui défenestre le FCC-Cash et fait une autre coalition avec l'Union Sacrée. Il faut savoir qu'en 2019, l'équilibre du pouvoir était fragile. On devait aller en coalition. Tenez, nous avons perdu 25 mois, 7 mois de tractation pour la sortie du gouvernement, et 18 mois de la gestion de la chose publique avec Lukamba de manière chaotique. C'est que, avec l'Union Sacrée, avec M. Samba Lukonde comme Premier ministre, que finalement que Félix Tshisekedi commence à poser les jalons du développement. Tenez, je vais prendre un exemple factuel, parce que tu as dit il faut des indicateurs clairs. Prenons l'exemple de l'éducation. Félix Tshisekedi, il arrive, il met en musique l'article 43 de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e expérience de la gratuité d'enseignement. C'est 6 millions d'enfants qui entrent dans le parcours scolaire. C'est l'équivalent du Congo-Brazzaville. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Un gouvernement qui prend en charge 6 millions d'âmes et qui les éduque pendant 3 ans avec une expérience chiffrée de 2 milliards par an, ça c'est un exploit. Ça, ce sont des indicateurs clairs. D'ailleurs, l'UNESCO et la Banque mondiale ont fait des rapports disant que nous demandons au gouvernement congolais de continuer sur cette lancée et bien sûr en donnant certaines, comme on dit toujours, recommandations. Tenez, ça c'est au niveau de l'EPST, au niveau de l'ESU. Mais il faut aménager le cadre où les étudiants peuvent avoir des enseignements. Construction et réhabilitation de l'UNIKIN, de l'INBTP. Ça donne des bilans. Mais oui, les indicateurs clairs, ça, il n'y a pas polémique. C'est factuel. Je ne dis pas des choses, des chimères. UNIKIN, UPEN, UNBTP, Université de Gouna, Université de Kananga, de Mbujimaï, ISP Kisangani. C'est en construction. D'autres, des bâtiments sont déjà en train d'être livrés. Nous allons de l'autre côté santé. Avant que Félix n'arrive au pouvoir, la couverture de la vaccination, c'est à 18%. Aujourd'hui, nous sommes entre 80 et 100%. C'est dans cette fourchette-là. Il y a la poliomyélite et puis autre chose. On est en train aujourd'hui de sauver des enfants parce qu'il y avait des morts. Parce que les gens ne se rendaient pas compte. Même dans des milieux reculés, nous allons encore plus loin. Construction dans le cadre du programme des 145 territoires. Allez vérifier au PNUD, au BSECO.
et à la cellule financière du ministère de Finances. C'est 1210 écoles qui sont en train d'être construites dans ces programmes. 760 centres de santé. D'autres sont en train d'être livrés d'ailleurs au Katanga. Le président va réceptionner certains bâtiments, certains édifices qu'il va donner au chef de territoire. Depuis que le Congo est Congo, on a démembré la RDC. Le président, avec le gouvernement, nous sommes en train de construire 145 bâtiments. D'autres sont déjà achevés. Ça, ce sont des choses vraies. Et puis, après 112 ans, monsieur le journaliste, réhabilitation et construction de l'hôpital général de Mamaemo, hôpital militaire de Kitone et de Bounia. Et tout ce qui se raconte autour de l'hôpital de Mamaemo, ça, c'est la gestion serait accordée à... Non, ça c'est l'habitude des Congolais de mauvaise foi. Comment un gouvernement qui casque plus de 58 millions de dollars, sorti du trésor public, confierait la gestion à un Indien que eux-mêmes connaissent. C'est un entrepreneur qui a gagné le marché, dont le gouvernement finance à 100%, et ce monsieur va livrer les clés. Ce n'est pas dans un partenariat public-privé. Ça, ce sont des mensonges grossiers. Allons de l'autre côté, couverture santé universelle. Le président de la République, il arrive. Il faut sauver la vie de la mère et de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut? Il commence par la gratuité de la maternité. Tenez, la consultation prénatale. Le gouvernement prend en charge tous les échographies, tous les tests, tous les examens possibles. La maman accouche gratuitement, même par césarienne. 1 mois de traitement de soins de la mère et de l'enfant après 1 mois. Ça, c'est un président visionnaire. Pour réduire quoi? Le taux de la mortalité de l'enfant et de la mère. Mais je vous pose cette question par rapport à Martin Fayulu est candidat. On attend que Mukwege le fasse aussi. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. On devra le savoir tout à l'heure. Est-ce que, je prends les deux messieurs, les deux piliers, est-ce que, à votre avis, sur papier, on sait que 85% de ce qu'il dit, sur papier, il est proclamé victorieux, mais sur le terrain, est-ce que vous ne pensez pas que les deux messieurs, les deux challengers risqueraient de se frotter à ce qu'il dit et dans une certaine mesure, n'est pas corroborer la réalité sur papier? Merci, monsieur le journaliste. Je commence par monsieur Martin Fayulu. Est-ce que Fayulu vous fait peur, ce que j'ai envie de dire? Est-ce que vous fait peur? Le Congo représente en termes de superficie 2 345 410 km². Vous voulez confier un sous-continent à un monsieur qui ne connaît même pas ce que c'est un régime politique? Non, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais c'est ça la réalité. Comment quelqu'un qui n'est même pas capable de gérer un micro-parti politique comme SID, vous allez le confier à un éléphant comme la RDC? Ça, c'est de 1. Vous croyez que non, les hôpitaux pendent, c'est ça la politique? Ce monsieur n'a même pas d'ancrage sociologique. Il est venu faire son théâtre et puis c'est tout. Il n'y a pas de challenger devant Félix Tshisekedi. Au moment où ils passaient leur temps à critiquer Félix, à voyager à gauche, à droite, insulter Félix dans des médias internationaux, nous, à l'IDPS, nous nous préparons aux élections. Là, je salue la dextérité du secrétaire général Augustin Kabouya. Dès l'entame, l'IDPS s'est mis en branle pour les élections. Mais ils ont perdu du temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de challenger sérieux en face de notre candidat. Très bien, souffrez que je l'apporte de l'eau au moulin. Là, je vais devoir prendre Elie. Ma question, c'est au niveau du déroulement du processus électoral. Il y a la CENI qui a reçu plus de 36 palettes, voilà, pour organiser les élections. À votre avis, comment est-ce que vous décryptez l'évolution du processus électoral? Le processus avance. C'est vrai que tu vas réagir. On va réagir par rapport à ça. Mais je commence par la question parce qu'elle est pertinente tout autant. Le processus avance. Moi, je pense qu'on n'aura pas la qualité qu'on a eue dans le processus passé. Je mets ça au pluriel parce que quand vous regardez objectivement l'aspect technique de l'organisation de ces élections, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a quand même des ratés. On peut partir de la qualité de la carte d'électeur, par exemple. On peut partir aujourd'hui, vous savez ce qui s'est sévi quand les gens vont faire des duplicata et tout ça. Je pense que ces erreurs-là,
viennent notamment du fait que le processus a commencé un peu en retard. Il y a eu un long temps autour de la discussion sur le président de la CENI, tout ça. Donc, le temps de mettre tout ça en place avec la volonté politique d'organiser les élections cette année, on va avoir les élections tout petit peu bâclées quand même, si on regarde. Oui, un tout petit peu bâclées si on regarde objectivement les choses. Vous vous rappelez que le président de la CENI, il y a quelques mois, il était encore capable d'aller sur un plateau de télévision pour réclamer des décaissements du gouvernement et qu'un ministre de Finances venait réagir. Mais, comme les politiques le diraient mieux que moi, tout ça est une question de volonté politique et je pense qu'il y a une vraie volonté politique pour que les élections soient organisées d'ici décembre 2023. Également parce que les calculs politiques sur papier donnent effectivement l'Union sacrée très en avant par rapport aux autres. Je pense que le président va gagner un deuxième mandat et que l'Union sacrée peut-être qu'on n'aura pas le temps, j'aurais aimé développer une petite théorie là-dessus, et que les regroupements qui forment l'Union sacrée auront la majorité parlementaire, qui d'ailleurs, qui du reste, ne sera définie qu'après les élections. Tout à fait. Parce que il vous sera rappelé que l'Union sacrée, c'est pas inscrit à la CENI comme une plateforme électorale. Donc, une petite guéguerre peut venir de là, et on sait que dans notre pays, le réel politique fait que la majorité parlementaire peut être définie au début du mandat, et qu'au milieu du mandat, ça peut changer. Mais Joseph parlait tout à l'heure de l'accord FCC Cash. Mais je voudrais, si vous estimez que j'ai répondu à la question, je voudrais quand même réagir à la question de bilan. Je sais que je fais face aux politiques. Hein. C'est vraiment une question politique. Pas dans le sens de la scientificité, mais un peu politicien, comme on dirait. Les bilans, défendre les bilans, ce n'est pas établir un comparatif entre un régime et un autre. Ça, on va faire la différence. À votre avis? Quand on pose la question du bilan du président de la République, c'est de regarder son programme de gouvernance et regarder ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Mais vous savez que le régime en place ne peut pas faire un bilan, ça c'est frotté au PPRD. Oui, mais ça vient d'où cette mentalité? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas affaire au PPRD. Le peuple congolais n'a donné aucun mandat au PPRD. Le peuple congolais n'a aucun contrat social avec le PPRD. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Chacun a un avis là-dessus. Il y en a qui disent que c'était pas mal, il y en a qui disent que c'était pire. Mais nous, quand en 2023, quand chacun est allé à l'isoloir, il a donné les pouvoirs, le peuple a donné son pouvoir souverain à un individu d'abord en tant que président de la République et à un autre groupe d'individus qui l'accompagnent. Donc quand on pose la question du bilan, c'est de dire, par exemple, M. Félix Tshisekedi avait promis de faire parvenir le budget d'ici 2 ans à 86 milliards. Où est-ce qu'il en est? Vous comprenez? Il avait promis de redonner la valeur à l'homme congolais. C'est-à-dire qu'il avait il avait promis un travail culturel et un travail économique qui devrait être fait dans ce domaine-là pour que le Congolais, l'identité congolaise soit à nouveau valorisée et que le Congolais recouvre sa fierté qu'on avait à l'époque des Zaïre dans les années 70. Où on sommes-nous? Il a des promesses, son programme existe sur Internet. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Joseph quand il cite les actions faites. Je suis tout à fait d'accord avec cette démarche-là. Quand il cite les écoles, quand il cite tout ça, on peut rajouter à ça les budgets qui aujourd'hui a triplé. On va dans des taux de recouvrement à féliciter. Je suis d'accord avec cet exercice-là, mais qu'on arrête la comparaison avec le régime passé. Laissez les Européens, ils sont passés. Il faut permettre au peuple congolais aussi d'oublier les gens qui sont passés quand même. Parce que j'ai comme l'impression que c'est toujours les politiques actuelles qui actualisent, permettez-moi cette tournure, ceux qui sont déjà passés. Nous, on n'en a plus besoin. Je pense que chacun jugera les bilans du chef de l'État en fonction de la promesse qu'il nous a faite en tant que candidat, et j'ai aimé, une distinction que vous avez faite tout à l'heure. Vous avez dit, il ne faut pas comparer Félix Tshisekedi des campagnes, qui vient avec un label des DPS alliés, Félix Tshisekedi qui gagne les élections, mais qui conjure avec cash, et Félix Tshisekedi qui aujourd'hui est dans l'Union sacrée. Mais dans chacune des étapes,
La simple chose qu'il fallait faire, c'était de nous présenter, peut-être à chaque fois, les réformes en termes de programme qui viennent avec les réformes en termes d'alliance et d'équilibre politique. Ouais. Quand il gère avec le FCCK, voilà à quoi le peuple congolais devrait-il s'attendre? Aujourd'hui, là, qu'il gère dans l'Union sacrée, à quoi le peuple congolais devrait s'attendre? Quand il était... Tout ça, ça se fait. Quand on regarde la politique comme elle s'est fait, comme elle s'est vue dans d'autres cieux, on voit quand même qu'il y a ce devoir de redevabilité là, des politiques envers le peuple, parce qu'on doit toujours informer le peuple, on doit toujours dire, parce que nous, sur base de quoi on fait ces jugements ici? Sur base de quoi doit-on répondre à la question de bilan? Parce que moi je sais plus. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit que c'est une question des politiciens, parce qu'ils vont s'accrocher et dire, bon, on a perdu 25 mois avec les cash. Pourtant, le programme de la gratuité de l'enseignement arrive quand même, si je ne me trompe pas, je dis pas de bêtises, arrive quand même pendant le FCC les cash. Vous comprenez que c'est un peu une question qui donne lieu à des polémiques un peu politiques et tout ça. Et moi, je fustille cette démarche-là de vouloir toujours ressusciter des régimes morts. Dans ce cas-là, franchement, on va comparer l'incomparable. Et dernière chose avant de chuter, je sais que mes co-débatteurs sont des politiques. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que dans la communication politique, qu'on torde le fait. M. Félix Tshisekedi arrive à la tête d'un État qui fonctionne. D'ailleurs, c'est le gouvernement, en tant qu'une institution du régime passé, qui organise les élections, qui nous porte à la tête du pays. Il ne faut pas non plus venir... Voilà, il faut pas non plus être auto-flagellateur à ce point-là et ne pas reconnaître les efforts fournis. Tout à fait. On est au droit de critiquer ce qui s'est fait dans le passé, mais il y a des efforts fournis. Parce que si on doit refaire l'histoire, on trouvera toujours où justifier chacun. Donc, il n'hérite pas un pays qui est un État juste par la lettre de noblesse, non. Parce que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, quand il parle de l'IGF, c'est faux. De dire que l'IGF n'a commencé à fonctionner que maintenant, que la Cour de compte... Quand Louis Lobambi parlait de son fameux rapport de 15 milliards là, qui échappe au trésor public, vous savez qui ont fourni ce rapport-là? Vous savez que c'est notamment la Cour de compte avec l'aide de l'IGF. Ce n'est pas à l'époque de M. Tshisekedi. Ce que je peux reconnaître à l'IGF aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre donne dans la stratégie. Plus active. Non, pas plus active. Elle communique sur ses actions. Très bien. Ça veut dire que c'est lui qui est à la tête de l'IGF aujourd'hui et c'est à son honneur. Hein. C'est tout à son honneur. Il a apporté une donne communicationnelle. Aujourd'hui, l'IGF communique. À chaque rapport qui est fait, l'IGF communique. Mais quand vous fouillez dans les annales, vous allez chercher en tant qu'un vrai chercheur, vous trouverez que les rapports de l'IGF, l'IGF est créé, je crois, en 87. C'est même pas Joseph Kabila qui a créé l'IGF. L'ordonnance qui crée l'IGF, c'est l'ordonnance des 87, qui vient d'être modifiée, si je ne dis pas de bêtises, je crois en 2000, je sais plus, mais récemment. Mais c'est l'ordonnance donc de 1987. Vous voulez me dire que depuis 1987, si on va vraiment dans les archives de l'IGF, on ne trouvera pas des rapports de l'audit, de contrôle, ça existe bel et bien. Donc, à un moment donné, je sais, je comprends que c'est de la communication politique, mais le chef de l'État a ses prouesses à lui pour avoir, d'ailleurs, c'était une question de débat. Moi, je donnerai mon avis là-dessus. Je pense que le peuple mérite quand même que les faits soient rétablis comme tels. Monsieur Félix Tshisekedi, avec tout ce qu'il fait avec le GF des bons, c'est pas lui qui a créé les GF, c'est pas lui qui a créé la Cour de compte. Tenez, le président de la République lui-même a critiqué la justice. Il a fait. C'est pour autant que même au niveau de l'EAC, c'est pour autant que l'institution judiciaire n'existe pas. Va-t-on dire que l'institution judiciaire n'existe pas? Va-t-on dire que la justice dans notre pays, ce n'est que de façade? Merci. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions à atteindre. Et entre-temps, les institutions fonctionnent. Et moi, je pense que si les institutions ne fonctionnaient pas, même la petite stabilité qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura pas. Et j'aurais aimé réagir aussi sur la question sécuritaire de l'Est, parce que là, je pense qu'il va trop vite sur des conclusions, alors que la question
éminemment complexe d'abord, éminemment complexe, et c'est très dangereux de mettre les présidents de la République, de mettre la question du bilan du président de la République sur la sécurité, parce que n'oubliez pas, hein, moi je fais que dire des faits. Que le président de la République lui-même avait dit, tant que la guerre à l'Est n'est pas finie, ça veut dire que son mandat, il n'arrête pas la guerre à l'Est, il n'aurait pas réussi son mandat. Ça c'est lui-même qui l'a dit. Très bien. Il aura, moi je le dis, j'assume, je pense qu'il gagnera les élections, il aura encore 5 ans d'autres. Ah donc attendons, peut-être en 2028, pour revenir, parler de la question de l'Est, pour voir si la promesse qu'il avait faite, il a tenu ou pas, parce que cette question-là, elle est très complexe. Dire que Tshisekedi est le président qui a pris plus d'engagement, c'est pas forcément vrai. Parce que qu'est-ce que vous direz de Laurent Désiré Kabila, qui, les 4 ans, c'était essentiellement la question sécuritaire. Qu'est-ce que vous direz de Joseph Kabila, qui est arrivé dans un contexte de sécurité compliqué et compagnie. Donc je pense que ces débats-là, si on doit le faire, on va y revenir. Parce que c'est extrêmement complexe. On va revenir sur la question sécuritaire lorsque nous serons en train de chuter dans les 15 dernières minutes. Mais je voudrais ici revenir avec un aspect aussi important pour Jojo Maele. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin c'est vrai que le chef de l'État l'a dit à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, que les élections vont être organisées. Nous voyons une volonté affichée pour les élections, mais est-ce qu'aujourd'hui la CENI a toutes les garanties pour avoir les élections dans les temps? Parce que, pourquoi je le dis, c'est parce que avoir les élections dans les temps, c'est avoir le moyen, les décaissements, voilà, c'est avoir les conditions sécuritaires toutes réunies, mais nous voyons de l'autre côté aussi STF Mbikaï qui dénonce un certain plan, un prétendu plan de glissement des 3 mois. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, les institutions de la République qui travaillent pour le bien-être de la population sont en train de choquer les détracteurs de la République, parce que nous sommes dans un contexte où le jour, les candidats de la CENI fait que c'est concrétisé, et donc sur cette question, le décaissement, les contraintes financières, sur cette question, moi je pense que la CENI a un calendrier qu'il est en train de matérialiser. Les contraintes, oui, ils sont, parce que nous sommes humains. Nous sommes dans la société, il y a des contraintes qui naissent le jour, on ne peut pas le surpasser, mais je pense qu'à mon avis, que les batailles sont mises en marche pour la concrétisation des élections. Très bien. Ça c'est la chose primaire que nous devons retenir, la chose primordiale que nous devons retenir. Parce que si nous parlons des contraintes, si nous disons qu'il n'y a pas de contraintes, ça serait un peu une manière de nous poignarder. Parce que les contraintes existent, que ce ne soit pas seulement dans le domaine électoral, mais dans la vie courante, les contraintes sont, excusez-moi pour la tautologie, de monnaie courante. Alors, je vais un peu revenir en arrière sur ce que mon estimé confrère a dit, que j'aime beaucoup. Nous partons, vous parlez d'Élie ou de M. Joseph, M. Élie plutôt. Ah ben voilà, excusez-moi. M. Élie. Alors, ici, il faut définir, je commence d'abord à définir les cadres. Nous sommes dans un cadre étatique, ok? Dans ce cadre étatique, je parle dans une approche systémique. Ça signifie que l'État est un système. Au sein de l'État, il y a des sous-systèmes qui sont là. Et ces sous-systèmes-là, ce qu'on appelle les institutions, et chaque institution est régie par une manière de faire les choses. Alors, l'État d'une manière globale, nous avons ce qu'on appelle l'organisation du pouvoir politique, les régimes politiques. Premièrement, lorsqu'on parle de M. Félix Antoine Tshisekedi avec son programme, qu'il devait nous présenter à chaque fois qu'il y aurait réforme, ces boulots-là ne reviennent pas à Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est une nuance très importante. Des différentes alliances. Quand il y a alliance, quand il y a réaménagement des alliances, ça ne revient pas à Félix Antoine Tshisekedi. Alors, le Premier ministre, c'est quoi son travail? Il faut se demander, parce que nous sommes dans une approche systémique. Ouais. Demandons-nous c'est quoi le travail du Premier ministre. Si aujourd'hui, on remettait les réaménagements du programme à Félix Antoine Tshisekedi, ça signifie qu'on est en train de tordre les principes du semi-présidentialisme. Parce que le président, il faudrait savoir, il est irresponsable devant les parlements. Devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Politiquement, il est irresponsable. Donc, c'est au Premier ministre. C'est la nature de notre régime. Voilà, c'est au Premier ministre. Si cette démarche, cet aléa existerait, c'est au Premier ministre de pouvoir démontrer au commun des mortels. Parce que je sais qu'il y a toujours une communication gouvernementale. Avec M. Patrick Mouyaya, vous le savez, non?
À chaque fois qu'il y a des grands sujets pertinents concernant la chose publique, il y a des communications. Donc cet aspect des choses... Mais quand même, s'il vous plaît, John, s'il vous plaît, il y a quand même un élément sur lequel Elie s'étonne. C'est que les programmes que nous a présentés Tshisekedi, ces programmes de gouvernance, est devenu actuellement comme le sexe des anges, qu'on ne va pas nous connaître. Mais moi, je pense que les présidents Tshisekedi n'avaient déjà au début... Déjà, les présidents déjà, il faudrait comprendre une chose. Ici, il faudrait étudier les moments et les temps. Lorsque le président Tshisekedi présente son projet de société, c'est un projet de société issu de quelque part. Tout à fait. Il devient président de la République, il doit concilier. Il doit réaménager avec le FCC. Donc, il faudrait concilier ces projets-là. Ça ne revient plus à l'idée, authentique du président Tshisekedi. À la question les porteurs de cet aspect de choses, ce n'est pas Tshisekedi. Les porteurs de cet aspect de choses, c'est le Premier ministre. Mais je pense que lorsqu'il y a eu investiture du premier gouvernement Ilukamba, tous nous avons, je pense que vous êtes un journaliste avéré, vous avez eu les programmes sur PDF. Lorsqu'on a investi le Premier ministre Samalou Koundé, nous avons eu tous un programme. Donc je pense que si vous en avez besoin, la fois prochaine, je vais vous chercher ce programme-là. Très bien. On va le ramener. La question, je suis toujours dans cette approche systémique. La question de l'IGF. Oui, l'IGF a été créé depuis 1987. Je l'accepte. Lorsqu'on parle d'une institution, on voit ses missions, son objet, ses rôles qu'il doit jouer. Lorsque je parle dans la dimension organisation fonctionnelle, je vois que l'institution doit marcher avec ses missions, ses objets de création. Une institution ou une structure quelconque qui déroge à ses missions traditionnelles n'est plus une institution. Quand on parle de l'IGF, c'est quoi les missions de l'IGF? C'est quoi l'objet de l'IGF? L'IGF est là, dans la dimension de contrôle, il fait ce qu'on appelle un contrôle administratif. Est-ce le contrôle administratif était fait par l'IGF? Est-ce le rapport était déposé? Non. Il semblerait qu'un certain homme fort du régime passé aurait détourné 30 milliards. Qui devait faire ce rapport? Bien sûr, l'IGF. Je viens encore par un aspect que mon cher a dit. On va un peu naviguer dans la science. En sociologie, on dit ceci. Pour traiter un fait social, il faut toujours aller des causes à effet. Lorsque je parle du régime passé, ou soit je parle du bilan du président Tshisekedi, il y a toujours une approche comparative du bilan. Les actifs et les passifs. Mais qui est comme nous avons tout. Comme votre arme fatale. La comparaison est devenue. Non. Les initiés en sciences politiques savent ce qu'on appelle les systèmes politiques comparés. Système politique comparé. Quand on parle du système politique comparé, ça signifie quoi? On peut mettre en évidence des gestions, des administrations. Mais c'est une approche. Non. Mais comment? Il n'est pas unique. Non, mais comment dans la c'est pas le même système. S'il vous plaît. Mais comment ce n'est pas légitime? Comment c'est pas légitime? Parce que lorsque... Non. S'il vous plaît. On parle de la chose publique, l'État. Mais lorsqu'on parle de l'État, il ne faudrait pas appréhender l'État sur un aspect ou une approche quelconque. Moi, je peux te naviguer l'État sur l'approche organisationnelle, sociologique, anthropologique. Et c'est sur ces approches-là qu'on va trouver des vérités sur certaines questions. Si on se base seulement sur l'approche organisationnelle, à chacun son approche. Mais quand on parle du bilan aujourd'hui, mais quand on parle du bilan, non, est-ce que vous êtes à mesure d'évaluer votre régime, le régime qui s'est sans les comparer à notre régime? Impossible. Étant qu'initié de la science politique, je peux dire c'est impossible. Non, ça impossible. Permettez-moi, 30 secondes. Pourquoi est-ce que le gouvernement présente un programme de gouvernement que le Parlement investit ensuite? C'est pour donner une lettre de référence qui peut même permettre le contrôle parlementaire. C'est-à-dire que j'arrive, je vous dis, en une année, voilà ce que je vais faire. Et en une année, on est en droit de demander un bilan. Tout à fait. C'est-à-dire que le bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà ce que j'avais prévu de faire. C'est que je n'ai pas pu faire. Et c'est comme ça d'ailleurs que dans l'esprit du contrôle, le gouvernement revient chaque année devant le Parlement.
chaque année, on ne revient pas avec un nouveau... essentiellement. Aussi, une approche empirique. Voilà, on peut récupérer les points qu'on n'a pas pu atteindre de l'année passée pour les projeter dans l'année prochaine. La communication, c'est une stratégie de communication politique. Assumez-les. C'est légitime pour vous, assumez-les. La stratégie de communication politique ici voudrait que, puisqu'on s'adresse à un électorat, de miroiter un peu les choses. Quand on pose la question du bilan, tout de suite, de la tête des politiques et des communicants, il faut absolument faire la comparaison avec le bilan des Kabila. C'est du passé quand même. Quand on demande la guérison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement Samaloukonde a, je crois, 3 ans ou 2 ans et demi, je ne sais pas quand on demande les bilans, c'est même de dire, nous, par exemple, avec la question budgétaire, nous avec la question du PIB, parce qu'on aurait promis que ça va augmenter. Tout ça, ce n'est que ça, en fait. Très bien, merci. Nous sommes en train de chuter, il nous reste pas beaucoup. Le finissez, c'est comme si on était en train de faire une prochaine dans l'histoire du Congo. Du tout, les bilans ne rentrent pas dans la... Mais s'il vous plaît, cette approche comparative des bilans existe, oui ou non? Très bien, ça existe. Ça existe. Cette approche comparative. Parce que, vous savez une chose, hein, lorsqu'on est en train de nier l'approche comparative des bilans, c'est comme si on est en train de nier même la gestion. Parce que, si aujourd'hui, on nous léguait 10 milliards de budget, et que Félix Antoine Tshisekedi vient, il fait moins que ça, les recours seraient où? Est-ce qu'on a fait 10 milliards dans le passé et vous venez, parce qu'à chaque fois qu'une autorité vient à la tête de la chose publique, il vient pour améliorer ce que son prédécesseur a fait. Donc, je ne refuse pas. Non, je m'excuse. Mais oui, c'est le thermomètre. Mais ici, qu'est-ce que nous sommes? Vous voyez, ici, nous sommes pas dans une mesure où on reste trop figé dans une approche politique. Non, il faut être académicien. Académicien, ça nous permet à ce que nous puissions voir, même dans l'histoire ici, on puise. Je vous ai dit ici, parlons de l'approche diplomatique du Congo. Le Congo est un élément très important dans le puzzle mondial, dans la géopolitique mondiale. Mais lorsque il a fallu que le Congo participe au sommet diplomatique, est-ce que le Congo existait? C'est ça le problème. Parce que là, vous allez le Congo existait. Vous allez refaire sur... La maison Schengen a été fermée sous la gestion. Pas que chez nous. Pas que chez nous. S'il vous plaît. Voilà. Merci, Didier Bayele. Je reviens vers vous, monsieur Joseph Benza. J'ai des questions pour vous. C'est vrai que ça va être votre dernière prise de parole. Vous allez réagir par rapport à ce que vous avez entendu ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question sécuritaire n'est plus dorsale sous les pieds du gouvernement en place, particulièrement la question de la partie Est? Merci pour la question. Elle est pertinente, mais d'abord, j'aimerais rebondir sur ce que mon frère... Il y a une difficulté qu'on a tous ces derniers temps, quand on est sur le plateau, entre l'approche de ceux qui ont fait la science politique et ceux qui ont fait autre chose. Ouais. On n'a pas la même façon qu'on considère l'État. Nous, notre formation, c'est l'État et le pouvoir. Tu ne peux pas dissocier un bilan d'un chef de l'État, ce qu'il a parlé par politique. La politique qui s'est faite, il y a le passif et l'actif. Tu ne peux pas les dissocier dans un bilan. Normalement, dans la gestion de l'État. Le système politique comparé, c'est le cœur de l'analyse de toute politique. Tu ne peux pas. Il y a un deuxième aspect. Vous savez, il faut tout un cours, toute une formation pour faire l'analyse de politique publique. Un programme peut se muer à un projet qu'un sectoriel amène au conseil de ministres et puis ça devient une politique publique. C'est là la différence. Alors, si tu n'es pas initié, tu ne comprendras pas.
tu vas commencer à parler du programme de Félix. n'est pas la séance exclusive. Non. Ici, nous sommes dans notre domaine. C'est ça, j'ai dit. Tu peux me battre sur ton champ de tu peux m'apprendre le ABC du journalisme. Aujourd'hui, la connaissance est mise à disposition. Là, nous sommes. Pas du tout. Là, nous sommes. On est au 21e siècle. Quand tu parlais, on est au 21e siècle. Moi, j'aime pas cette exclusivité-là. Ça n'existe plus. Là, nous sommes dans notre domaine. C'est les arguments d'autorité, ça. Voilà comment ça se fait. L'État, c'est une grande superstructure. Effectivement. L'État tel qu'il est organisé, le but de la politique, de la Sciences Po, c'est l'intérêt général. Oui. Il faut que toutes les politiques puissent toucher la population. Mais pour que ça touche la population, ça doit partir de politiques publiques que le gouvernement met en place. Par exemple, parmi les politiques publiques, il y a la sécurité, il y a la retraite, il y a la politique salariale, la politique sur la retraite. Maintenant, parlons de la politique sur la sécurité. Mais l'IGF, que vous mentionnez, là où je rejoins mon frère, il y a un décret du Premier ministre Matata Mponyo qui avait reconduit, qui avait anesthésié l'IGF par rapport à son champ d'action. Allez vérifier. Donc ce qui revient à dire, l'IGF dont vous faites mention, avant Félix et après Félix, ce n'est pas la même fonctionnalité. Par rapport dont l'IGF devait fonctionner. Les missions ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Les missions, je dis par rapport à leur agir. Quand il y a un décret qui restreint vos mouvements, et il y a un autre décret qui abroge cela, qui vous donne le champ libre de vos actions, c'est pas le même contexte. Parce que l'ordonnance de 2020, allons dans ce sens-là, parce que l'ordonnance de 2020 qui a apporté des modifications. Posant face à moi. Non, pas du tout. Moi, je dis ceci. Moi, j'interviens quand il s'agit de rétablir les faits. Mais ce matin, Taspon nous signe un décret obligeant l'IGF de ne pas faire de contrôle dans les ministères, dans les entreprises publiques de l'État. Mais quand Félix arrive, il donne l'ordre d'abroger ces décrets et pour donner accès libre à l'IGF de faire son travail, ce n'est pas le même contexte. Maintenant, sécurité. Là, il faut féliciter le président Félix, pour avoir mis fin au mixage et au brassage de l'armée. Ça a été le moyen par lequel le Rwanda voulait toujours nous contrôler. Aujourd'hui, Mouchaki est récupéré. Kibati est récupéré. La guerre se trouve au niveau de Massissi, là où il y a des affrontements. Je suis d'accord avec lui, le président a dit, je me sentirai plus président le jour où je vais instaurer la paix à l'est du pays. Mais il est en train de faire face. Vous comprenez? Alors, le problème sécuritaire, c'est un problème. Là, je rejoins mon frère, notre armée était, en termes, nous, les politiques, nous, ceux qui avons fait la Sciences Po, nous appelons cette armée une armée mosaïque et hétérogène. Parce qu'il y avait trop de composantes qui ne font pas partie des normes républicaines dans cette armée. Mais aujourd'hui, tout est en train d'être mis en place. Est-ce qu'il n'est plus leur ça dans le pays qui s'est dit pour aller aux élections? Mais tout président, tout gouvernant, le problème sécuritaire, c'est une épine. C'est tout à fait normal qu'il faut extirper. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec beaucoup de méthodes. Aujourd'hui, nous avons une armée républicaine qui est en train d'être reconstituée avec des jeunes qui sont formés, équipés pour faire le travail. Donc, c'est pour dire que les choses sont en train d'aller. Très bien. Merci. Je vais vers vous, Elie. Est-ce que, à 3 mois des élections, la question de sécurité n'est toujours pas garantie? Nous avons appris dans le média que le M23 ont réoccupé les positions qu'ils avaient abandonnées. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour aller aux élections sans tension, sans question sécurité dans la partie Est? Je vais sortir 2 petites sous-questions dans votre question. Je pense que l'organisation des élections en soi peut être atteinte si on part de la jurisprudence de 2018, c'est-à-dire qu'on peut aller aux élections sans une partie de la République. Parce qu'on se rappelle que à Beni, les gens ont voté un peu plus tard. Ils n'ont pas participé à la présidentielle. Donc, si on prend cette jurisprudence-là,
on peut aller aux élections sans peut-être les partis occupés par l'M23 et les ennemis de la République aujourd'hui. Mais techniquement, vous savez, la question de la sécurité est une question pour nous, les hommes des médias, qui interroge également l'éthique et la déontologie. C'est vrai, on fait un travail de neutralité, mais à quel niveau doit-on pousser notre neutralité? Parce que là, il s'agit des intérêts cruciaux de l'État. Comment en parler? Est-ce que le fait suffise? Est-ce que l'objectivité suffit pour parler de questions sécuritaires? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de réserves autour de questions sécuritaires. Mais à en croire, c'est qui s'est dit, parce que le communiqué dont vous faites allusion, c'est l'armée. Je crois que c'est le porte-parole du gouverneur de Nord Kivu, lui-même qui tient ces plans de communication-là. Je pense qu'à ce stade où nous avons encore l'EAC qui n'est pas complètement parti, où la SADC doit venir, où le M23 résiste encore, sauf si un miracle s'est fait, mais voilà, je ne pense pas qu'en 2 mois, nous soyons en capacité de garantir les conditions sécuritaires dont pose la CENI pour pouvoir aider les gens. Sauf miracle, la situation sécuritaire, certes, inquiétude, c'est une inquiétude cette situation, mais il faut trouver une alternative. Je crois que sur cette question, moi je l'ai dit plusieurs fois, c'est que ici le président Tshisekedi est face à 2 choses. Il est face à une réalité politique et puis une réalité sociologique. Alors, face à une réalité politique, le président Tshisekedi donne déjà une certaine alternative, c'est que nous avons des élections. Mais face à la réalité sécuritaire, le président se bat pour concrétiser. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, la question de l'Est, ce n'est pas seulement une question de M23, non. Lorsque le président Tshisekedi arrive, il dit, pour lui, son credo, c'est la pacification de l'Est. Et il faudrait savoir une chose. Lorsque on dit, c'est le principe des parallélismes et de fond, une autre ordonnance doit abroger une autre ordonnance. De la même manière, la guerre a pris ce début, de la même manière, on va abroger cette guerre. La guerre de la RDC est une dimension dualiste, interne comme externe. C'est pourquoi il faut mettre en danse les acteurs internes comme les acteurs externes. Voilà. C'est dans cette approche. Et une dimension politique aussi. Merci. Mais merci, nous sommes en train de refuse ou pas. Merci beaucoup, Aujourd'hui, vous voyez comment Tshisekedi s'en fait un stratège. Très bien. Il part dans une gymnastique diplomatique. Et dans cette gymnastique diplomatique, à l'interne, il travaille l'armée. Je trouve quand même cette posture assez... Merci. Nous sommes en train d'étudier. Merci Jojo. Merci Elie. Merci Joseph. Nous sommes obligés d'arrêter. Là parce qu'ils ne vont jamais s'entendre là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous allons revenir le vendredi avec un live direct afin de vous faire vivre toute l'actualité autour de la question électorale, la question sécuritaire. Merci beaucoup. Merci de vos commentaires sur notre YouTube, Facebook. Merci. Je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+.